Bienvenue à toi sur Radio Déa, le podcast de la communauté de l'École des mystères de la déesse. Ici, chaque mois, tu retrouveras une interview d'une prêtresse ou d'un prêtre qui chemine avec toi dans notre école. Tu découvriras des portraits de femmes et d'hommes qui te parleront de leur évolution et de leur vie, de leur transformation et ce qui s'est passé depuis leur début. Car nous sommes tous des êtres humains derrière nos écrans. Ces interviews te permettront de te sentir moins seul et te donneront des conseils sur des expériences vécues. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir cette interview avec Leïla. Bonjour Leïla, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Alors, aujourd'hui, on reprend les interviews et puis j'ai envie de... En fait, alors, à la voix, j'entends l'accent du Sud, le soleil, la Méditerranée. Exact, oui, c'est le soleil, la Méditerranée entre la Corse, Marseille, San Remo. C'est toujours au bord, les pieds dans l'eau. C'est bien, j'arrive. Ah, tu es la bienvenue. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien que tu te présentes pour que tout le monde puisse savoir qui tu es et ce que tu as envie de nous partager. Voilà. Donc, dans l'école, sur Facebook, je suis Leïla Kemet, mais dans la vie, je suis Dominique de Paul, une enseignante de français et d'histoire dans une école privée de soutien scolaire à San Remo. Mais j'ai décidé de choisir comme pseudonyme Leïla et Kemet parce que c'était comme si le nom Dominique m'a été imposé comme à nous tous quand on est, ce sont nos parents qui choisissent notre nom. Et donc, j'ai décidé de saisir l'occasion pour me donner un nom tout à moi, que c'est moi qui ai choisi. Ce style, pas une nouvelle identité, mais quelque chose qui me correspondait un petit peu plus. Parce que Leïla, c'est la nuit. Kemet, c'est la terre noire d'Égypte. Bon, je ne suis pas tellement foncée de peau et je ne bronze pas, je rougis plus que de bronzer, mais bon, c'est pas grave. Mais je voulais saisir cette occasion pour me donner un nom qui me corresponde vraiment et qui ne soit pas un héritage de mes parents et dans ce cas précis de mes grands-parents, vu que je m'appelle comme mes grands-parents. Je voulais quelque chose tout à moi. Et donc, vu que j'ai eu cette occasion, j'en ai profité. Et dans la vie réelle, tu as quel âge? Comment ça se passe dans la vie réelle, à la fin du mois de juillet qui approche, tout le monde me le rappelle, j'aurai 50 ans. Oh, le bel âge. Et tout le monde et je regarde tout le monde un petit peu de travers pour me le rappeler, mais il faut croire que je n'ai pas une grande méchanceté, je n'ai pas une grande autorité, parce qu'ils continuent à me le rappeler. Donc, et oui, le cap des 50 ans arrive. Comme on m'a dit, ça arrive aux gens bien, donc... tout va bien. Vu que ça arrive aussi aux gens bien. Donc, mon amoureux me dit aussi que lui, il en a 58. Et effectivement, pour ses 50 ans, on a fait une belle fête. Et effectivement, lui aussi, il n'était pas très content que quelqu'un le lui rappelle. Donc, il faut croire que cette fois-ci, il va me faire payer la note, en quelque sorte. Vu que pour ses 50 ans, c'est moi qui ai tout organisé. C'est moi qui le lui ai rappelé. Donc... à la fin du mois de juillet, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Donc, de temps en temps, quand je rentre dans une pièce, les conversations cessent, le silence tombe. Donc,
Je sais, Des choses je en sais pas. préparation. Il y a sûrement quelque chose en préparation. Je ne sais pas de quel genre et tout le monde me dit que ce n'est pas mon affaire, bien que ce soit mon anniversaire. Bon, je ne suis pas concernée par cet événement, à en croire mon entourage. Donc, qu'est-ce que je te dis? Je verrai ce qui m'attend. Hein. Et est-ce que tu as envie de nous parler de ce que tu fais en réel ou En réel, je professionnel? suis enseignante de français et d'histoire Ah oui, c'est dans vrai. une école privée de soutien scolaire. Donc, j'ai affaire à des adolescents de 14 à 21 ans qui sont pour la plupart en échec scolaire avec des problèmes au niveau du comportement, des problèmes familiaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que la dernière fois qu'on avait un rendez-vous, j'ai dû l'annuler parce qu'il y a eu un problème avec un de ces élèves. Donc, c'est des adolescents en difficulté qui n'ont pas forcément des problèmes cognitifs, donc ils n'ont pas de problème à l'école, mais ils ont des problèmes tout autour et si tu les mélanges avec l'adolescence, les hormones et tout ce qui va avec, ça fait un cocktail qui peut être destructeur pour l'adolescent, quoi. Donc, apprendre le français, apprendre l'histoire, c'est pas leur priorité, mais pendant qu'ils apprennent, j'essaie de, disons, leur faire voir d'autres choses et de leur montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose parce que la majeure partie d'entre eux, quand ils arrivent, ils ne croient plus en eux. Ils sont tellement en échec scolaire oh, moi, j'arriverai jamais à rien. Et donc, petit à petit, de leur faire, grâce à l'enseignement du français et de l'histoire, de leur faire reprendre confiance. Donc, pour moi, c'est juste un instrument pour faire en sorte que quand ils ont leur bac, ils aient aussi une structure émotive, émotionnelle un petit peu plus saine, quoi. Enfin, en fait, je fais ce que je peux, comme je dis, ça dépend toujours du public, quoi. Donc, forcément, des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, des fois, je veux pas dire que c'est trop tard parce que c'est avec les adolescents, c'est jamais trop tard, mais des fois, on a du mal à trouver le bon moyen pour atteindre l'objectif, quoi. Donc, ça dépend de personne à personne. C'est pas évident, mais c'est intéressant et c'est enrichissant. Disons que quand je me lève le matin, que je fais ma petite promenade d'une demi-heure pour aller à l'école, au retour, je la fais en bus parce qu'en descente, ça va, en montée, c'est un petit peu plus dur. Donc, je suis contente d'aller à l'école parce que je sais qu'en un certain sens, il n'y a pas que l'enseignement, c'est utile pour autre chose aussi. Tu accompagnes aussi un peu plus profondément les personnes. Exact. Enfin, pas que moi, tous les autres enseignants, on essaie de faire, disons, de notre mieux, quoi. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire le cheminement à l'OD? Le cheminement à l'OD. Le cheminement à l'OD, à l'école du Lotus. J'aimais bien, moi, ce petit Lotus, il était mignon. À l'école du Lotus, tout a commencé par le décès de ma grand-mère maternelle. Je ne peux pas dire que ça a été un traumatisme parce qu'elle avait quand même 102 ans, donc c'était pas. Et puis de la façon dont elle s'en est allée, elle s'est endormie tout naturellement. Ça n'a été rien de traumatisant. Mais pour moi, ça a fait un manque parce que elle était déaniste, mais à sa façon. Et elle m'a toujours permis de pouvoir parler de ce que, disons, de ce que j'éprouvais, de ce que je ressentais, le fait, parce que j'étais dans une école catholique, le fait de ne pas me reconnaître dans ce mécanisme, dans cette foi, dans cette façon de voir monothéiste, elle m'a toujours accompagnée et montré d'autres choses. Donc, son départ et son absence m'a poussé à chercher quelque chose, pas d'équivalent, mais qui pouvait
me donner une autre ouverture. Donc au début, vu que je suis en Italie, sur Internet, j'ai cherché des forums sur la Wicca. Mais en Italie, ce qu'il y a d'assez bizarre et d'assez paradoxal, c'est que ce monde-là, du moins celui avec lequel je suis rentrée en contact, ils sont très anti-catholiques. C'est-à-dire qu'ils voient ce chemin-là, cette foi, contre quelque chose. Et moi, j'aime pas être contre quelque chose. Moi, si je fais quelque chose, c'est pour quelque chose, c'est pas contre. Donc, il y avait toujours cette tendance. Nous, on est mieux. Avec nous, il y a plus de liberté par rapport à la religion catholique. En Italie, elle est assez présente parce que comme je le dis, nous, vu qu'on a le Vatican, il y a quand même une empreinte assez présente. Donc, j'ai cherché du côté francophone. Et du côté francophone, j'ai trouvé l'école du Lotus et il y avait la possibilité d'envoyer un formulaire pour en faire partie. Alors, en début d'année 2010, je dis, ben, pourquoi pas? Au pire, ça marche pas. Donc je me suis présentée et puis j'ai été bien accueillie et puis je me suis recréé ce petit cocon, quoi, en fait. Et c'est comme ça que tout a débuté, si mes souvenirs sont bons, début 2010. Et alors, du coup, ce cheminement, comment ça s'est passé? Est-ce que quand tu as commencé, est-ce qu'il y a eu une évolution jusqu'à la fin? Est-ce que ça t'a transformé en tant qu'adulte ou... Disons que moi, mon cheminement, je l'ai commencé déjà quand j'ai envoyé ma fiche d'inscription. Je me suis tout de suite reliée à Freya parce que ma grand-mère était une amante de Freya et je dis pas qu'elle a toujours fait partie de ma vie, mais disons que elle était toujours présente. Mais au fil des leçons, au fil des volets il y avait le volet personnel, le volet psychologique, il y avait différents volets que maintenant c'est des leçons. Quand je suis arrivée aux archétypes, aux fameux archétypes qui nous font tous tomber un après l'autre, parce que c'est au niveau des archétypes que le miroir, comme je dis moi, le miroir et le voile se brisent. Isis, à l'époque, Julie, m'a fait remarquer que parfois, mon discours était un petit peu tiré par les cheveux parce que je tournais en rond, quoi, en fait. Parce qu'il y avait toujours Freya, c'est comme si je ne voulais pas couper le lien avec elle. Donc, c'était moi, mais sans être moi. Et donc, j'ai réfléchi un peu et je ne pouvais pas nier qu'elle avait raison parce qu'elle avait raison. Et donc, j'ai demandé à refaire tous les archétypes. Donc, je suis revenue en arrière et je les ai tous refaits, mais avec l'esprit libre. Je ne dis pas que Freya n'était plus là, mais en me donnant l'autorisation de voir autre chose, de vivre autre chose. C'est comme si j'avais définitivement fait le deuil, c'est peut-être un mot un peu trop important, mais disons que j'avais avancé en me disant Freya, oui, peut-être. Tandis qu'avant, je disais Freya, oui, sûrement. Donc, j'ai tout refait et en refaisant tout, j'ai eu un bloc, une rencontre, disons, un petit peu plus forte parce que c'était la période où je me séparais de mon ex, disons, compagnon. Et quand j'ai rencontré la Dame Blanche, ma douleur pour cette séparation, parce que une séparation, même si c'est toi qui la décides, ça ne veut pas dire que tu en souffres pas. Tu te sépares quand même, tu renonces à quelque chose, à 14 ans de vie commune, quelque chose auquel tu as cru. Et quand j'ai rencontré la Dame Blanche, ma douleur est sortie et elle a été purifiée.
Et puis après, j'ai rencontré justement la reine sombre, donc après la lumière, l'obscurité. Et là, j'ai affronté mes peurs parce que c'était la première fois que je vivais réellement toute seule, parce que quand j'ai rencontré mon ex-compagnon, j'étais toujours chez mes parents. Et comme beaucoup d'entre nous, quand on part de chez ses parents pour faire une vie de couple. Et là, pour la première fois, j'étais toute seule. Donc, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je suis... Ça, c'est les questions que je me pose continuellement. Est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je suis capable? Et donc, avec la dame sombre, j'ai affronté ces peurs. J'ai aussi rencontré la chamane, la médecine du serpent. Et en faisant tout ça, j'ai rencontré aussi Isis, qui est apparue dans la même période dans laquelle je faisais un DA Initiatrix, c'est possible? Oui. Sur Isis, sur les cultes isiaques, que c'était Julie qui l'avait fait avec le livre qu'elle avait publié à l'époque. Oui, je m'en souviens. Et là, je ne sais pas, c'est comme quand tu es perdu dans un endroit qui est vaguement familier, et puis tout d'un coup, tu sais que tu es sur la bonne route. Mais, même si tu es toujours un peu perdu, mais tu sais qu'il ne faut pas tourner à gauche, mais que c'est à droite. Tu ne sais pas l'expliquer, c'est là où il faut aller. Donc, j'ai rencontré Isis et en même temps, je me suis rencontrée, je me suis dit, ben, tu n'es pas si sotte que ça, des choses, tu arrives à en faire, quoi, disons. Et au niveau personnel, ça m'a permis de dire oui, d'accord, moi je suis comme ça, je ne suis pas comme mes parents, je ne suis pas comme ma grand-mère, que ça a été la chose la plus difficile à assimiler, parce que quand tu admires beaucoup une personne, tu as envie d'être comme elle, alors que ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Et c'est là aussi que j'ai choisi et j'ai décidé que pour la prêtrise, ce serait Isis et que mon nom, ce serait Laila Kemet. C'est comme si c'est une espèce de renaissance. C'est-à-dire, moi, je suis comme ça, même si je m'appelle toujours Dominique, je n'ai pas changé de nom à la mairie, mais mes parents auraient du mal à m'appeler différemment, mais c'est comme si en moi, il y avait quelque chose qui s'était remis en place. Donc, ça... Tu vas au-delà de mes questions, donc je te laisse. Je suis désolée. Oh non. Je suis désolée. On va terminer. Voilà, c'est fini, tout est dit. D'accord. Ah, c'est tout dit? Non. Oh, c'est dommage. Non. Mais du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, tout ce parcours? Ce parcours, ce qui a changé dans ma vie grâce à ce parcours, parce que pour moi c'est une grâce, c'est que tout d'un coup, même si ça s'est fait graduellement, c'est pas du jour au lendemain, tout d'un coup, j'ai commencé à savoir comment je voulais être, comment je voulais vivre, ce que je voulais faire. Donc, ça m'a donné une direction qui, jusque-là, c'est pas qu'elle était floue parce que j'avais choisi l'enseignement, parce que j'aimais l'enseignement et j'aimais la relation avec les adolescents. Donc, certaines choses, ça les a confirmées et d'autres choses, ça a enrichi, ça a fait un changement et ça a exclu aussi beaucoup de choses que je ne voulais plus dans ma vie, quoi. C'est style grand ménage de printemps, en quelque sorte. Ça a remis les pendules à l'heure. Exact. Ça a remis les pendules à l'heure, oui, c'est exact. Et est-ce que tu as eu une très grande difficulté, par exemple, dans les leçons ou quelque chose qui a fait que tu as dû vraiment traverser un événement ou vivre autre chose par rapport aux leçons? Parce que des fois, il y a certaines leçons qui sont un peu... Exact. Oui, non, il y a des leçons qui m'ont été
utile, comme la Dame Blanche, la Reine Sombre, ça m'a été utile pour ma douleur au moment de la séparation. Mais il y a une leçon qui a été douloureuse, c'est la leçon de la menthe. Parce que moi, j'étais en train de me séparer, donc je ne dis pas que je n'aimais plus personne, mais bon, je n'aimais plus mon compagnon. Et je me suis rendu compte que je ne m'aimais pas moi, ce qui est encore plus grave. Parce que, disons que je me rendais compte que j'étais beaucoup plus tolérante envers les autres qu'envers moi-même. Envers moi-même, j'étais d'une rigidité et d'une méchanceté presque. Donc, la menthe, elle m'a appris à m'aimer, mais ça n'a pas été facile parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un d'autre, tu as toujours la possibilité de choisir de ne plus le voir, de ne plus le fréquenter, qu'il ne fasse plus partie de ta vie. Avec soi, c'est plus difficile parce que forcément, on vit avec soi tout le temps, on se voit au miroir tout le temps, et donc ça a été plus difficile de m'accepter tel que j'étais et de ne plus vouloir être ce que les autres voulaient que je sois. Donc ça a été douloureux parce que ça m'a fait comprendre beaucoup de choses et ça m'a fait me pardonner de ne pas m'avoir forcément bien traité dans les années passées, mais ça m'a fait pardonner aussi les autres parce que d'ailleurs, je n'avais pas envie de me créer des bases sur la rancune ou sur ces sentiments assez négatifs. Et ça m'a aussi permis de gérer de façon différente certaines relations. C'est-à-dire que je sais qu'avec certaines personnes, je peux parler de certains sujets qui sont superficiels et j'ai appris à comprendre que ces personnes n'étaient pas des amis, mais c'était des connaissances. Et souvent, quand tu fais ce genre de raisonnement, on te prend pour quelqu'un d'assez arrogant, d'assez qui se prend pour je ne sais pas trop qui, alors que moi, c'était pas mon cas. C'était quelque chose disons, de ponctuel. C'était une évidence, mais sans jugement derrière. Avec certaines personnes, je peux parler de la pluie et du beau temps, comme on dirait. Et avec d'autres, je peux parler d'autres choses. Et donc, j'ai appris aussi à me respecter et à me protéger plutôt que de me faire violence pour plaire. Donc, j'ai pris conscience de ça et puis, petit à petit, j'ai commencé à m'aimer. C'est pas toujours l'amour fou, mais bon, ça va, quoi. C'est un long chemin. C'est un long chemin et puis oui, c'est pas toujours l'amour fou, mais ça, je crois que c'est tout un chacun. Il y a des matins, comme moi ce matin, quand tu vois tes cheveux, tu te demandes pourquoi. Et il n'y a pas de réponse à ce pourquoi. C'est comme ça. Et donc, c'est le genre de situation où c'est pas l'amour fou, quoi, disons. Mais bon, disons que dans le gros du travail, ça a été surtout ça, accepter mon physique. Je suis plutôt physique années 50 que physique années 2020. Et donc, c'est un long chemin et ça, c'est la menthe qui m'a porté la note, quoi, disons. Et elle était salée, moi j'étais style SDF, donc ça a été dur. Mais bon, c'est des choses qui arrivent et je suis contente maintenant que ce soit arrivé parce que peut-être que je vivrais différemment aujourd'hui si ça n'était pas arrivé, sûrement. Alors du coup, comme tu as fait l'école du Lotus, il n'y avait pas Dea Mystica, Dea Sapienza. Donc toi, tu as fait directement Dea Mystica. Alors, à quel moment tu as compris et trouvé, même si tu as commencé à nous parler de ta déesse patronne, mais comment a été cette rencontre et à quel moment tu as compris, en fait, à ce moment-là, que c'était elle?
J'ai compris quand c'était elle, après les cultes isiaques, que c'était le DA Initiatrix qu'elle avait fait, Julie, j'ai compris qu'il y avait une connexion. Mais une connexion, disons que dans le monde des divinités, tu peux en avoir plusieurs. Donc, tu as des affinités, donc de passer à une affinité, à une connexion plus particulière. Et c'est en faisant justement ce culte iliaque que je me suis sentie à la maison. Euh, j'ai fait certains rêves pendant que je faisais tout le parcours des cultes iliaques qui étaient, et puis même le livre de Julie est très beau, qu'il fallait chercher au niveau de l'histoire, même si l'histoire, je l'ai toujours enseigné, l'histoire des Égyptiens. Mais bon, à l'école, on n'approfondit pas autant. Et je me suis vue, disons, dans des rêves, par exemple, dans certains temples, mais pas vue physiquement, mais vue comme si j'y avais déjà été. C'est une espèce de déjà-vu bizarre, quelque chose euh, de dire j'ai trouvé ma bonne adresse. C'est là. Euh, et puis, disons qu'en découvrant petit à petit la mythologie, le parcours d'Isis, cette quête qu'elle fait, je m'y suis reconnue. C'est comme quand tout à coup, entre 1000 miroirs, tu arrives finalement à voir le bon miroir, celui qui renvoie ton image. C'est comme si, tu sais, dans les jeux pour les enfants où il y a les miroirs plus ou moins déformants et tu essaies de trouver la sortie. Et là, il y avait une espèce de flèche qui pointait d'en haut. Donc, et ça s'est passé tout naturellement. Et là, j'ai su et j'étais bien. J'étais comme quand tu arrives à destination, j'étais tranquille, j'étais sereine, même si certaines difficultés du quotidien n'avaient pas disparu. J'étais tranquille quand même. C'est comme si j'avais rejoint un but, comme si j'étais arrivée au bon endroit. Pas forcément au bon moment parce que j'aurais peut-être pu y arriver avant, mais bon, au bon endroit, c'est déjà. Et alors, ton début de parcours en tant que prêtresse, au moment de ton initiation, juste le début, comment ça s'est passé? Alors, mon initiation, elle a été très belle avec Julie. Juste avant avant ou après? Juste avant mon initiation, je me suis fait un tatouage sur le doigt avec écrit 6. Et l'initiation a été très belle. Et là aussi, pour trouver la bougie, pour trouver le matériel, ça s'est fait avec une facilité déconcertante. Comme si c'était, quand il faut que tu fasses quelque chose, tu as tout qui te tombe sous la main. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir prêtresse et ça a été quelque chose d'évident, mais c'est bizarre parce qu'au début, quand je me suis inscrite, oui, je voulais être prêtresse, mais c'était quelque chose de flou, de nébuleux, c'était quelque chose de, je savais pas trop, Freya, oui, pourquoi pas. C'était plus quelque chose en rapport avec ma grand-mère, et là, c'était vraiment je suis devenue, moi, une prêtresse d'Isis dans ce grand monde au bord de l'eau, Tu es en née, quoi. Méditerranée. Exact. Oui, il y a une partie de moi qui s'est mis en marche, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui était, en me référant à Isis, qui était voilée, et puis le voile, il est tombé, et ça a été quelque chose de merveilleux. Et aujourd'hui, en tant que prêtresse, comment tu es dans ta vie quotidienne? Est-ce que tu as des routines? Et est-ce que toi aussi, tu accompagnes d'autres élèves au sein de l'OD aussi?
Oui, au début, j'ai hésité à faire du mentorat parce que toujours la même chose. J'ai cru que j'avais peur de pas être capable parce que c'était quelque chose de tellement délicat, de tellement intime que c'est pas comme l'enseignement à l'école. Tu as les ordres du ministère et tu dois faire ton programme. Donc, il n'y a rien de tellement intime dans tout ça. Et puis, je me suis lancée, mais en ce qui concerne ma routine, j'en ai et j'en ai pas. C'est-à-dire que j'en ai parce que quand je descends à l'école le matin, que la descente, je la fais à pied, la montée, je la fais en bus, mais quand je descends le matin, j'aime bien faire de la respiration abdominale, regarder autour de moi et puis de penser à ma journée comme à une quête, comme quand Isis était à la recherche des petits bouts de son époux. Donc, j'observe, je suis très attentive. Donc, disons que ma prêtrise, oui, il y a des jours où j'allume des bougies, je fais des petits rituels, mais parce que à ce moment-là, il y a comme, disons, une inspiration qui me vient, mais j'ai pas de date, alors qu'au début de ma prêtrise, j'avais le calendrier de tout ce que, de toutes les fêtes au nom d'Isis, les jours, les mois, les heures selon les recherches approfondies que j'avais faites. Au début, c'était très méthodique, très classifié, et c'est parti en fumée en un rien de temps. Mais disons que comme beaucoup peut-être, parce qu'au début, c'est quelque chose que tu veux bien faire. Et puis, je me suis rendu compte que c'était le ressenti. Moi, la prêtrise d'Isis, je la vis au quotidien comme, comme une quête. Les gens que je rencontre, ce qui m'apportent, ce qui ne m'apportent pas, le contact avec mes élèves, que à chaque fois, chaque année, tu refais les mêmes, disons, les mêmes arguments, mais les questions sont différentes, ce qui m'apporte pas, mon amoureux, ses fils. Pour moi, c'est une quête perpétuelle et je suis très attentive à ça et très attentive aussi aux personnes et à tous les êtres vivants qui m'entourent. D'ailleurs, ce matin, il y avait la prof d'anglais qui, devant l'école, il y avait une espèce de hanneton qui était retourné, disons, le ventre à l'air. Elle, ah, on l'écrase. Je dis non, on le retourne, on se rend compte s'il va bien, et s'il va bien, on le fait voler. Pourquoi? Parce qu'il a eu un petit accident, il faut l'aider. Donc, c'est tout un tas de trucs que j'aime bien, et disons que, comme dit mon amoureux, je me contente de peu. Je n'ai pas besoin de grandes choses parce que c'est pas une quête d'absolu, c'est une quête de quotidien, parce que moi, je vois la quête d'Isis qui recherchait les petits bouts un petit peu à droite, à gauche de son mari. Elle recherchait l'âme sœur, elle recherchait sa moitié, elle recherchait une part d'elle-même. Mais moi, je vis pas la prêtrise comme une quête d'absolu avec des grands mots, des grands discours, de la philosophie, même si j'adore la philosophie, mais de la philosophie. Non, moi, c'est plus quelque chose de quotidien, des petits bouts d'être humain, des petits bouts d'être vivant, des petits bouts de moi que je récolte, et puis peut-être que tôt ou tard, j'aurai, disons, fini le puzzle, j'en sais rien, c'est possible. Ou peut-être pas, parce qu'il a l'air infini, ce puzzle, donc Oui. je sais pas. Il y a Un trop, chemin de il y a vie. trop, il y a trop de bouts, il y a trop de bouts, j'arrive pas à les récupérer tous. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour ceux ou celles qui voudraient suivre ce cheminement en fait de la prêtrise? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Ce que j'aurai à leur dire. La, la prêtrise, c'est comme rentrer dans un temple, disons qu'il a été construit par toutes les leçons qu'on a écrites, qu'on a vécues, qu'on a traversées. Mais le temple, il est vide parce qu'on doit le remplir, nous. Donc moi, ce que je leur conseille, c'est de venir avec le strict nécessaire, avec leurs émotions, leurs ressentis, leur vécu. Si le sac à dos, non? Comme quand tu pars pour une excursion, non?
bien que moi, je déteste aller dans les tentes, j'ai besoin d'un hôtel. Comme je dis souvent, je suis une dame âgée, j'ai besoin du confort. Mais de le vivre comme sans grande attente, partir avec son sac à dos de ressenti, d'émotions, de vécu, et puis il y aura certaines leçons qui vous feront dormir à la belle étoile, certaines leçons qui vous feront dormir sous la pluie, les pieds dans la boue, avec le froid, avec la faim, et de vivre ça comme un voyage, mais sans être seul, parce qu'il y a toujours le mentor à vos côtés. Il y a toujours un guide, une lumière, un abri possible, mais de le vivre comme un voyage. C'est un voyage un petit peu prenant, c'est un voyage un petit peu long, mais c'est un beau voyage. Donc, moi, je conseille de vivre comme ça, sans, je ne dis pas les mains dans les poches, parce qu'on n'est jamais vraiment les mains dans ses poches, parce qu'on a toujours notre vécu et notre ressenti, mais d'y aller, d'essayer, d'écrire, s'il y a des difficultés, de ne pas hésiter à contacter les mentors, parce que j'ai eu, comme bien d'autres, quelquefois des petites mauvaises surprises de gens qui se comportaient pas forcément bien, mais d'y aller, et puis de toute façon, l'OD, elle est là, l'OD, elle vous aide, elle vous soutient, votre mentor vous aide et vous soutient, tous les mentors. Et si c'est une étape à la belle étoile, c'est parfait. Et si c'est sous la pluie, le mentor, il vous porte le parapluie. Tout simplement. Tout simplement. Il suffit de le demander, le mentor, il est là avec le parapluie, capuche, chocolat chaud. Rangers. Voilà, quoi. Exact, voilà. Et donc, on arrive vers la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais quelque chose pour le mot de la fin, ou quelque chose d'inspirant ou à nous dire? Pour le mot de la fin, je ne sais pas, souhaiter à tout le monde un bon voyage. Parce qu'en fin de compte, on est tous en voyage. Toi, moi, les autres mentors, les autres prêtresses qui font autre chose, les miésis, ceux qui sont à peine arrivés, ceux qui vont peut-être arriver, et ceux qui peut-être décideront de quitter l'OD pour différentes raisons. Chaque raison est valable, chaque ressenti a sa valeur. Donc, un bon voyage et de profiter du voyage. Tout à fait. Merci beaucoup, Leïla. Merci à toi. Ça a été une belle discussion. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec toi. Moi aussi. Je te remercie et je te dis bonne fin de journée. À toi bientôt. aussi. À très bientôt. Grosse bise. Bisous.